Anne Cardona, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur les rencontres sorties de scène. Donc on s'est déjà croisés dans le tumulte de la première de ce nouveau spectacle, Orna, qui est une création. Oui. On s'est croisés à la création, justement. Absolument. Première question, comment ça va ? Ça va ? La température intérieure de stress monte avec la température extérieure météorologique, mais ça va. D'accord, le spectacle se prépare pour... Enfin, vous êtes préparé pour Avignon ? Oui, on sort d'une résidence là à la Luna pendant une semaine, au terme de laquelle on a fait une avant-première presse. D'accord. Nous sommes revenus il y a quelques jours, on continue à travailler à Paris et on repart d'ici une petite semaine pour le festival. Super, donc ça s'est bien passé ? Oui, ça s'est bien passé. On Vous avait une êtes salle prêts ? comble, on a refusé du monde. On est prêt, est-on jamais prêt ? Je ne sais pas. En tout cas, on s'y efforce. Bon, on a fait déjà un sujet sur sortie de scène sur le spectacle. Oui. Mais quand même, pour relancer un petit peu, est-ce que tu peux raconter rapidement quelle est l'histoire de ce spectacle, enfin de cette pièce, et qu'est-ce qui se passe, comment c'est fait, combien d'acteurs, voilà, tout ça. Alors, en résumé, l'histoire, c'est celle d'un monsieur âgé qui commence à être déficient cognitif. On suppose qu'il a un diagnostic de début de maladie d'Alzheimer, donc il a des petites déficiences, des petites absences. Ça le rend bien entendu fragile, mais aussi parfois un peu agressif et acariâtre. Et ce monsieur est accompagné au quotidien par une aide à domicile humaine qui est totalement débordée, surmenée, qui n'a pas de temps pour lui et encore moins d'écoute et d'affection. La pièce se passe en 2050 et donc les enfants de ce monsieur n'ont pas trouvé mieux que de remplacer son aide-soignante humaine par un robot humanoïde doté d'une intelligence artificielle, conversationnelle façon ChatGPT, donc on va dire relativement intelligente, mais qui a toutes les caractéristiques d'un humain, puisqu'en fait elle n'est autre que le clone de l'aide-soignante humaine. Ce qui fait que le monsieur, en fait, pour ne pas être perturbé, c'est ce que ses enfants ont voulu, ne fera jamais le distinguo entre l'humaine et l'humanoïde. D'où certains quiproquos, non-dits, étonnements de sa part, etc. Et donc la présence de l'humanoïde Orna supplée les absences d'Ornella, l'aide-soignante humaine. D'accord. Et peu à peu, le monsieur va s'attacher de plus en plus à ce robot, jusqu'au moment où il aura tellement confiance en elle qu'il va lui demander l'euthanasie. Et donc toute la question est de savoir, ce robot qui bien entendu a été programmé avec les lois d'Asimov pour ne pas porter atteinte à un être humain, que va faire ce robot face à cette demande d'euthanasie ? Est-ce que le personnage du vieux monsieur sait qu'il s'agit d'un clone avec une intelligence artificielle ? Jamais. Ah, donc ça, on lui ment. On lui ment. On lui ment. Pourquoi ? Le spectateur, dès le départ, le sait. Pourquoi on lui ment ? On lui ment pour ne pas le perturber, en fait. Parce que ces personnes-là, bon, il s'est habitué, il est veuf depuis 2 ou 3 ans, il s'est habitué à la présence de cette aide-soignante humaine, et même s'il ne l'aime pas beaucoup, parce qu'encore une fois, elle ne lui alloue ni temps, ni énergie, ni affection, il est habitué à elle. Donc il a sa routine, etc. Et ses enfants partent du postulat que c'est mieux de pas trop le perturber et donc de ne pas lui avouer dans quelle chose-trappe il a été attiré. Oui. Et pourquoi c'est intéressant de savoir pourquoi les enfants ont pu penser ça. Ils se sont dit que de lui expliquer ça allait être trop compliqué pour lui de le comprendre. Peut-être, et puis peut-être qu'aussi il y a une part de honte à se dire je décide maintenant de confier la fin de vie de mon père à un robot. Eh oui. Je pense qu'humainement c'est quand même un peu compliqué. De leur part il y a un souci économique, le robot est moins cher que l'aide-soignante humaine. Voilà, c'est beaucoup moins compliqué à gérer pour eux. Ils pensent en tout cas que leur père est en sécurité, donc c'est des enfants qui sont, on va dire, démissionnaires, et c'est confortable pour eux psychologiquement de se dire ça. Donc je pense que
voilà, s'ils mentent à leur père, c'est à la fois pour ne pas le perturber et aussi parce qu'ils sont mal à l'aise en fait. Oui, oui, de pas être là pour leur père C'est ça. comme il devrait en fait. C'est ça. Et c'est vrai que c'est très passionnant en fait ce sujet où le confort de la technologie nous déshumanise. Exactement. Et je pense que l'intelligence artificielle est un outil incroyable qui révolutionne notre civilisation, ça c'est sûr et certain. Mais c'est comme l'industrie, la révolution industrielle en fait. Avant, on mettait 15 paysans pour labourer un champ et on mettait 3 jours. Et puis un jour, quelqu'un s'est pointé avec une machine à vapeur, il a dit « moi je le fais tout seul en 3 heures ». C'est ça. Et le problème, c'est que c'est vrai que ça permet de décupler la productivité. C'est pas non plus linéaire et systématique parce qu'on est obligé d'adapter en fait la culture aux machines et les machines ne s'adaptent quand même pas vraiment, en tout cas pour l'instant, à la culture. Donc on se retrouve à avoir des champs avec de l'agriculture industrielle et donc avec tous les problèmes que ça pose en termes de c'est pour ça la permaculture en fait, on appelle ça la permaculture comme si c'était quelque chose de spécifique alors que c'est la nature. La nature est permaculture. Tout à fait. Et ça fonctionne bien. Tous les insectes attirés par telle plante ne se donnent pas le mot parce qu'il n'y a pas un champ de 20 hectares de cette plante. Ils viennent et puis en même temps il y a d'autres plantes avec des insectes qui vont les manger eux. Donc tout ça s'équilibre. Bref, donc ça c'est un des pans négatifs de ce progrès technologique. On peut faire l'analogie avec le progrès technologique de l'intelligence artificielle, qui est un petit peu l'industrialisation de la pensée. C'est ça. C'est-à-dire que c'est plus une machine à vapeur qui peut tirer une charrue, c'est une machine qui peut tirer des idées. C'est ça. Et analyser et développer des idées, quoi. Mais c'est ça la vraie, à la fois similitude, mais en même temps, voilà, la différence avec la révolution industrielle, c'est que ce qui a été remplacé au moment de la révolution industrielle, c'est les bras, c'est les jambes, c'est la force physique, alors qu'avec l'intelligence artificielle, et c'est ça qui est peut-être encore plus terrifiant, c'est que c'est le cerveau qui est en train d'être remplacé. Donc les premières professions qui vont disparaître, ce sont des professions intellectuelles, voire artistiques en fait. Moi, je suis comédienne voix off, beaucoup, et le doublage, c'est très compliqué. En ce moment, on est vraiment en train de militer contre l'intelligence artificielle pour essayer de sauver nos métiers. Mais beaucoup de professions, et je parle même pas des traducteurs, des journalistes, des avocats, des rédacteurs, ça va devenir compliqué. Oui, c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue. C'est-à-dire qu'en fait, la seule chose qu'on ne peut pas remplacer pour l'instant, j'ai l'impression, c'est le consommateur. Oui. Donc ça, une intelligence artificielle, il n'y a pas une machine qui va se mettre à consommer. Non, on peut pas le remplacer, mais on peut le tordre, on peut le modifier, on peut le forcer ou l'inciter par devers lui à devenir un autre avec et je le montre dans la pièce en fait, c'est-à-dire que par exemple comme nos téléphones portables nous écoutent et qu'on parle de quelque chose et on voit des publicités après sur nos portables. Monsieur, à chaque fois qu'il parle de quelque chose, immédiatement, Orna essaye de lui vendre quelque chose en rapport. Donc, elle est en train de le raser avec de la mousse à raser et tout d'un coup, lui, il dit « Ah, ça sent la lavande » et elle lui commande de l'antimite à la lavande, des huiles essentielles à la lavande, etc., etc. Donc, non, on ne peut pas changer le consommateur, mais en revanche, on peut infléchir sa manière de consommer. Oui. Par devers lui, parfois. Oui. Et le confort devient l'ennemi, quoi. C'est ça. En fait, quand il n'y a pas de difficulté, il n'y a pas d'épreuve. Exactement. Pour l'âme, pour grandir. Voilà. Et c'est ça le sens de la vie. Enfin, il y a cette personne, je ne sais pas si tu en as entendu parler, Nick. Je ne sais plus quel est son nom de famille. Je crois que c'est un nom slave, donc c'est pas facile de s'en rappeler. Mais c'est un homme tronc. Il a juste un petit bout de chair à un pied. Et il dit « Quel merci au Seigneur de m'avoir donné ce petit bout de chair ». Et il a une vie incroyable. Il nage, il pêche, il se déplace, il fait la cuisine. Et puis surtout, il parle à 4000 étudiants pour leur dire que la vie est belle. et que lui, il est ultra content parce qu'il a réussi à faire tout ce qu'il fait avec ce qu'il a. Et il a 2 bras et 2 jambes en moins que nous, quoi. Ah, parce que c'est un homme tronc, mais il n'a pas non plus de bras. Non, il n'a pas de bras, pas de jambes. Il a que un petit bout de... Et donc, je connais pas. Il est incroyable parce que
justement, en fait, c'est sa puissance de vie, son Oui, énergie vitale oui. qui fait ce qu'il est, quoi. C'est tout. C'est pas les bras et les jambes. Et donc, Et il cuisine et il nage oui, avec voilà, avec l'oscillation du dos pour avec la sa natation, bouche. Ah oui, etc. c'est Mais incroyable. Ouais, faut waouh. regarder hein, le Oui, oui, homme bah oui. tronc sur Internet. Oui, je regarderai. Mais voilà. Quand j'ai pas la pêche, je le regarde et je me dis bon, bah, Oui, oui, d'accord. j'ai tort de me plaindre. C'est C'est ça. ça. Oui. Et en fait, Ouais. même presque, je l'envie parce qu'il a l'air vraiment d'avoir une belle vie, hein, cet Bah homme. oui, Et donc, je connais des gens qui ont leurs bras, leurs jambes bah, et plein complètement. de choses. Bien sûr. Et leur vie ça va vraiment pas. Mais Mm. tout ça vient d'eux, en fait, et Mm. de nous. Ah bah, évidemment. Et donc, le fait d'avoir. On est son propre ennemi de toute façon. C'est ça. Donc, c'est toute cette Mm. question philosophique que ça soulève. Et après, c'est un outil. Et un outil permet aussi plein de choses positives. Donc, je C'est jette ça. pas, il faut pas tout jeter non plus. Hein. Non, mais c'est comme le marteau. Le marteau, quand on s'en sert bien, ça, c'est merveilleux pour planter des clous. Et puis quand on s'en sert mal, on peut défoncer un crâne avec. Ouais. Donc c'est exactement la même chose, en fait, l'intelligence artificielle. Et enfin, que ce soit mon histoire ou pas, Orna, elle a tout un tas de vertus. Elle est, voilà, elle est à l'écoute, elle est capable de proposer lecture à voix haute, promenade, voilà, écoute, c'est la meilleure des psychologues parfois, mais en même temps, non, il faut pas que je dévoile la fin de la pièce, il faut pas que je la divulgâche, mais ça peut être aussi très dangereux. Oui. Mm. Et oui, parce qu'ils ne sont pas. Enfin, ils n'ont pas le sens ultime qui est la vie. La vie, c'est quelque chose que seule la vie Oui. peut comprendre. Bah déjà que pour nous, c'est compliqué d'appréhender le principe de mort. Pour une machine, ça l'est encore plus. Et au-delà de ça, on a beau lui implémenter certaines notions de il faut faire, il faut pas faire, comme un animal qu'on dresse, en fait. Ça, c'est bien, ça, c'est pas bien. Mais en réalité, la conscience du bien et du mal, elle est complètement absente. Oui. C'est un agrégat d'informations et de comportements programmés, mais il n'y a pas, et ça, c'est vraiment quelque chose sur quoi j'ai, moi, beaucoup voulu insister et à quoi je n'ai jamais voulu déroger dans la pièce, c'est qu'il n'y a pas, à proprement parler, d'intelligence, c'est-à-dire il n'y a pas de conscience de soi. Il n'y a pas de conscience de soi, donc il n'y a pas de notion de bien, il n'y a pas de notion de mal, et il n'y a pas d'intelligence. Après, il y a des nouvelles qui sont tombées, je crois, il y a 1 mois ou 2 semaines, où on voit des IA ou même des agglomérats d'IA, c'est-à-dire qu'en fait, il y a des agents IA qui gèrent des IA qui sont sur tel sujet, tel sujet, tel sujet. Et il y a des IA qui se mettent notamment à mentir Oui, pour garantir leur pérennité, oui, pour continuer à Oui. faire leur mission. oui, tout à fait. Et donc, la mission qu'elles ont devient leur raison d'être. C'est ça. Et ouais, est-ce que c'est pas, est-ce que la vie, c'est une raison d'être ou le souffle de vie est quelque chose de en plus? Parce que justement, est-ce que c'est pas justement de chercher sa raison d'être? Et je crois que les IA ne sont pas capables de chercher leur raison d'être. C'est ça. Elles sont capables de mentir parce que on leur a implémenté tout un tas de comportements humains et qu'elles sont capables de faire des synthèses, d'établir des conclusions et donc encore une fois de reproduire des comportements humains. Mais voilà, ce que tu dis est complètement exact. Leur raison d'être, leur raison de vivre, c'est inexistant. Oui. Après, elles peuvent donner le change. Elles C'est peuvent ça. converser entre elles peuvent créer d'autres IA, elles peuvent mentir, elles peuvent faire de la propagande, elles sont capables de faire beaucoup de choses, mais l'essence même de ce qu'on est et la raison pour laquelle on est là, oui, je pense pas. Est-ce que, par exemple, c'est intéressant, je trouve tout ça est passionnant. Hein. Là, on est vraiment On est le dans un milieu. tournant. Ah oui, tout à fait. Mm. Et je sais pas, est-ce qu'elles peuvent persister dans leur erreur? Parce que ça, les humains, on le fait pas mal. La mauvaise foi, ça s'appelle. Est-ce qu'elles peuvent être de mauvaise foi? Non, persister dans l'erreur, parfois, c'est ça, il y a l'intuition. C'est-à-dire que, par exemple, Einstein a menti, il n'avait pas les outils mathématiques pour étayer sa théorie. Mm. Et donc, il a triché. Mais parce qu'il était persuadé que sa théorie était Oui, la bonne. oui. Et en attendant, on triche.
Et donc, voilà. Et ensuite, on a eu les outils. Oui. Et puis ensuite, maintenant, il est probable que sa théorie ne soit que... c'est lui-même qui disait ça. Les théories sont des nénuphars sur lesquels on s'appuie jusqu'à ce qu'ils coulent et on passe au nénuphar d'après. Donc, les théories, elles sont imparfaites. Celle de Newton, par exemple, était bien, mais elle ne suffisait pas pour prévoir la position de Mercure près du Soleil. La théorie d'Einstein, elle, le permet. Tout à fait. Par contre, la théorie d'Einstein a du mal, je pense, à expliquer la formation des galaxies. Et pourquoi il y a des zones de l'univers qui sont absolument vides en apparence et d'autres qui sont quand même vachement pleines. Alors il y a tous ces trucs avec les trous noirs et tout, mais ça devient un peu des usines à gaz. Et là, on touche un peu la limite de cette théorie-là, quoi. Enfin, tout ça pour dire que comment fait l'IA ? Est-ce qu'elle se laisse le temps de se tromper longtemps ? Parce qu'en fait, il y a un progrès, il y a un processus de prise de conscience qui passe par la souffrance, l'erreur. Et l'erreur, parfois, il faut qu'elle perdure pour qu'on s'y habitue. Parce que comprendre, c'est s'habituer à, je crois. Oui. Donc, il faut s'habituer à l'erreur qu'on a fait pendant longtemps. On persiste dans cette erreur, pas forcément par mauvaise foi, parce qu'on y croit, on pense vraiment qu'on ne se trompe pas. Et en fait, on se trompe. Et ça nous permet de prendre conscience de ça. Et je ne sais pas quelle est la latence d'erreur des IA, je ne sais pas. Écoute, je ne sais pas vraiment beaucoup plus que toi, mais tout ce que j'ai pu constater en faisant joujou avec des IA conversationnelles, c'est que parfois, c'est effectivement assez surprenant de voir à quel point elles persistent. Et tu leur dis, mais tu t'es trompé, reviens à ce que je te demandais avant. Et en fait, et c'est inexplicable, peut-être un programmeur pourrait l'expliquer, enfin certainement pas moi, mais il y a des points extrêmement simples sur lesquels elle va bloquer et persister dans son erreur. Et parfois, une simple petite correction peut l'amener à rebondir et à redéduire des trucs fabuleux. Mais c'est vraiment des choses parfois, mais c'est ça qui est fascinant, c'est que parfois, elle fait des erreurs que ne ferait pas un enfant de 3 ans, en fait. Et à côté de ça, elle est capable de faire des calculs, des prévisions mathématiques des analyses médicales. En tout genre, des analyses médicales, c'est incroyable, programmées. Elle est capable de faire des choses incroyables que même Einstein aurait été bien incapable de faire. Mais, par exemple, là, on s'éloigne de l'IA conversationnelle, mais ce qui est... et c'est pour ça que dans ma pièce, je fais tricoter Ornella, l'aide-soignante humaine. En fait, au départ, elle tricote et de manière récurrente dans la pièce, en fait, elle a ce tricot. Un robot humanoïde avec beaucoup de degrés de liberté est capable, de servir un café, de servir à manger, de faire la lecture, enfin de faire des choses assez bluffantes. Il est capable de courir, de se baisser, de sauter. Les plus extraordinaires aujourd'hui sont capables de faire ça, mais tricoter, c'est la chose la plus impossible à faire pour un robot. Parce qu'en fait, ce sont des micro-gestes qui nécessitent une dextérité et un nombre de degrés de liberté qui sont rigoureusement impossibles à obtenir pour un robot. Donc bon, ça c'est ma petite cuisine à moi, et quand j'ai lu ça, je me suis dit, tiens, ça pourrait être marrant qu'en fait, évidemment, Orna ne touche jamais au tricot, peut-être même elle s'embrouille les mains dedans, en fait, finalement j'ai enlevé, Orna ne touche pas au tricot, mais que Ornella tricote symboliquement, bon voilà, c'est entre moi et moi, mais tout ça pour dire que certaines choses qui paraissent extrêmement simples sont absolument irréalisables, soit par une IA conversationnelle, soit en l'occurrence par un robot moteur, et des choses excessivement compliquées pour nous sont faites en un tiers de seconde par une IA. Oui. Après, j'ai tendance quand même à me méfier du futur et de la puissance de développement des IA qui décuple chaque jour. C'est sûr. Donc j'ai un peu peur que quand même elle soit capable au bout d'un moment bien sûr. de tricoter. Non, mais c'est sûr. mais pour l'instant, c'était juste pour illustrer le fait que des tâches excessivement, entre guillemets, simples pour nous, sont très complexes pour des IA. C'est comme pour les échecs, parce que c'était un peu des IA en fait, les échecs. Oui, bien sûr. Moi j'étais ami avec le champion de France junior d'échecs, qui avait joué contre Karpov, par exemple. Il avait perdu, mais c'était une partie amicale. Donc il avait un niveau d'échec assez incroyable. Et lui, à l'époque, on avait Chess sur les Macintosh dans les années 90, et il les battait systématiquement. Et c'était inimaginable de penser qu'en 98... voilà. Mais Deep Blue battrait le champion du monde. Mais on était en train de s'en approcher. Oui, c'est ça. Et il
ils ont beaucoup de mal avec le sacrifice. À Hmm. l'époque, Oui, quand tu commences à sacrifier des pièces pour prendre des positions et de prendre de l'influence dans telle partie du jeu, la machine est non, faut pas sacrifier, on compte les points. Là, j'ai plus de points donc je mange. c'est ça. Et donc elle tombait dans le panneau. Aujourd'hui, elle tombe plus dans le panneau. Ah bah depuis 98, cette fameuse partie de Deep Blue, voilà, ça dépasse. Et en 2016, je crois, je me souviens plus, il y a eu le Go. Ah oui. Parce que le Go, entre guillemets, c'est pire que les échecs en termes de nombre de parties possibles. Et le Go, il y a parfois quelque chose de l'ordre, peut-être encore plus que aux échecs, de l'instinct. Et donc, en fait, quand Deep Blue a gagné en 1998, tout le monde s'était dit, alors ce qui est possible aujourd'hui aux échecs ne le sera jamais au Go. Et on va dire 10 ans plus tard, ou je sais plus quelle est l'année, en fait, où l'IA spécialisée dans le Go a battu. Mais enfin, c'était 10 ou 15 ans plus tard et voilà. Ça me donne des idées. J'aime beaucoup cette conversation. Bah, tant mieux. J'essaie de trouver quelles sont les différences, voilà, ce qui nous caractérise. Une idée m'est venue, c'est que j'ai envie de citer un ami sculpteur, un ami de mon père, qui était un maître de mon père, qui était Maxime Descombins et qui faisait des maximes, justement. Il l'avait engagé comme scénariste, non, pardon, pas scénariste, scénographe sur des spectacles. Et Maxime était sculpteur, il travaillait le métal, la pierre, et il parlait beaucoup de l'art. Et il disait, par exemple, celui qui ne marche pas au pas entend un autre tambour. Et il disait aussi, l'art ne saurait exister en art de chemins établis, l'art ne passe ni par ici ni par là. L'important est d'être attentif, non pas à la raison, mais à l'intuition. Mm. Et donc c'est cette intuition, j'ai l'impression que quand même, ça reste beaucoup de l'expérience et de l'expérimentation, l'IA. Donc elle expérimente à une vitesse incroyable, mais ça reste de l'expérience. Tout à fait. J'ai l'impression qu'on ne peut pas avoir cette intuition. Et l'intuition, moi j'avais ma tante qui... On va parler de choses un peu ésotériques, hein, tant pis, hein, qui tirait les cartes et qui détestait le faire parce que c'était rarement des bonnes nouvelles, donc elle a arrêté. Mais elle était pourtant mariée avec un polytechnicien très cartésien. C'est marrant ça. Et donc je disais comment ça marche, c'est vraiment les cartes, ça marche. Et elle me disait que en fait elle pouvait pas prévoir certaines choses avant que certaines choses ne se soient passées. Mais il y a certaines choses qu'on pouvait prévoir. Elle m'avait donné l'analogie en disant, c'est comme les gens qui jouent au baseball. Tant que la balle est encore dans la main du lanceur, les joueurs ne savent pas. Quand il lance la balle, au moment où elle tape la batte, là on il y en peut a commencer à prévoir. qui ont l'intuition que la balle va partir là-bas. Oui. Et honnêtement, alors peut-être que maintenant avec des IA, on pourrait, en ayant la vitesse ressentie, la propulsion, le vent, bien sûr, complètement, de retracer, mais c'est quand même tellement de paramètres et connaître exactement déjà le mouvement mais de la batte de baseball. je pense que c'est jouable en effet. On commence, mais déjà les capteurs, pour mesurer tout ça, Oui. Là ça va pas être tellement un problème de quantité de données à analyser, parce que ça maintenant on y arrivera sans problème, mais c'est de mettre au point les capteurs qui vont saisir toutes ces informations avec une justesse. Voilà. Donc ça c'est quand même encore très difficile. Les humains le font, les humains ont l'intuition. Il y en a qui sentent que la balle va tomber là-bas et ils se plantent pas. Oui, mais une IA, si elle avait, effectivement, par rapport à ton analogie avec la batte de baseball, si elle avait les moyens, les capteurs, etc., de le faire, elle ne se tromperait jamais. Là où l'humain a une intuition, mais il peut se tromper. L'humain va se dire, la balle va arriver là, et l'IA va dire, non, elle va pas arriver là, elle va arriver là. Parce que, voilà, tout est complètement rationnel. Et l'intuition, par définition, c'est quelque chose d'irrationnel. Donc c'est vrai que souvent, ça tombe juste, mais pas forcément exactement. Oui. C'est intéressant. Ça me fait aussi penser à l'art zen du tir à l'arc. Tu connais ? Pas du tout. C'est Ziegel, je crois, qui est parti au Japon pendant 10 ans pour apprendre. C'était un médecin allemand, il me semble. Et il a décidé de se mettre à l'art du tir à l'arc japonais. Donc il est allé voir un maître de tir à l'arc. Les japonais, c'est toujours très... Et le mec lui dit, d'abord, tu vas apprendre à tendre ton arc, sans rien. Donc il dit, tu prends ton arc et tu fais ça. Et il faut qu'il n'y ait aucune résistance dans ton bras quand tu tends ton arc.
Et donc, l'auteur de ce texte prend son arc et puis il n'arrive pas à le tendre, parce que c'est très très fort, donc il lui demande recommence. Et au bout de 3 semaines, non, c'est pas ça, recommence. Il en a marre, il dit bon, bah, je vais pas y arriver, voilà, je sais pas le faire, et puis c'est tout, on arrête, quoi. Et le japonais, le maître de tir à l'arc japonais, il dit non, ne te juge pas, ne sois pas mécontent, travaille ton geste. Et puis c'est tout. Et voilà. Et donc, bon, il recommence, il travaille son geste. Puis au bout d'un an, il tend son arc et le japonais dit ça y est, tu l'as. Et là, il est content. Il dit non, sois pas content. Ça fait 1 an que tu travailles ton geste. C'est le chemin. Maintenant, il faut que tu apprennes à lâcher la corde. C'est ça. C'est ça. Et donc, quand il lâche la corde, évidemment, il dit c'est pas toi qui lâches la corde. C'est comme quand la neige tombe sur les feuilles des arbres. C'est quelque chose qui se fait et que la corde se lâche. Et ça passe par toi. Et donc, après tous ces 7 ans de travaux, de maîtrise, ils disent que ce n'est pas la cible, que ce n'est pas la flèche qui va à la cible, mais la cible qui vient à la flèche. Ouais. Et ça, j'ai l'impression que dans l'IA, il y a un côté expérimentation systématisée qui est extraordinaire, mais je sais pas, je me pose la question de l'intuition. Est-ce qu'ils auront la capacité d'avoir l'intuition? C'est-à-dire l'intuition, ce serait un peu comme si on pense sans pouvoir analyser les données avec des données lointaines, des choses... et pourtant, on va quand même chercher des informations. Enfin, je sais pas comment... Je comprends. Moi, j'aurais tendance à dire, mais bon, voilà, supputer sur le futur, c'est quand même très dangereux. Ouais. Et souvent, quand on regarde rétroactivement, c'est assez ridicule. Donc, il faut s'abstenir. Mais mon intuition, Ouais. c'est que non. Mon intuition, c'est que la conscience de soi, non. Mais peut-être. Oui. Et là, on est dans Matrix, là. C'est ça. Ouais. Qu'est-ce qui fait l'intuition? Quelles sont les ondes électromagnétiques qui, je n'y connais rien, s'entrechoquent dans le cerveau et qui font que ce truc-là arrive? Et pourquoi, étant donné qu'avec une machine, on reproduit beaucoup de choses qui se passent dans un cerveau humain, pourquoi elle n'y arriverait pas? Je ne peux pas avoir la réponse. Ouais. C'est... Il y a ça, et puis pareil, la différence entre les machines et la vie, pour l'instant, c'est que les machines ne sont pas antifragiles. Les machines, quand elles se cassent, bon, bah, faut les réparer. Alors maintenant, peut-être qu'elles vont s'auto-réparer, hein, ça va peut-être arriver, mais pour l'instant, non. Et ensuite, là où elles ont été réparées, bon, ben, c'est à peu près pareil avant que ce soit cassé. Tandis que la vie, quand on se casse le bras, et que la fracture, qu'on se remet le bras, et que les os se reforment, l'endroit où on a eu une fracture est plus fort. Bien sûr. Qu'avant. C'est pour ça que les ninjas tapent dans des barres de métal avec les tibias pour se créer des micro-fractures et renforcer leur os. Et ils transforment leur os en barre on dirait du métal après. Enfin, ça devient une corne ultra dure. Et donc, il y a cette possibilité avec la vie. Je ne sais pas si c'est possible avec l'IA, mais c'est pas impossible. C'est pas impossible. Rien n'est impossible. J'ai envie de switcher sur un autre sujet. C'est parce que tout ça est passionnant, mais est-ce que tu as d'autres projets dans l'avenir, d'autres choses dont tu as envie de parler, parce qu'on n'est pas obligé non plus de... Je suis sur ce projet depuis 5 ans, en fait. Ah oui. J'avais écrit une première pièce qui a été jouée à Avignon et à Paris. Et donc, j'ai commencé à écrire cette chose en janvier 2020, à un moment où personne ne parlait encore vraiment de l'IA. Pour se documenter sur l'IA, il fallait vraiment fouiller sur Internet. Et on parlait aussi moins qu'aujourd'hui de la fin de vie. Donc voilà, ça fait 5 ans que je m'occupe de cette chose. Là, je suis en plein dedans. Quelque chose au tréfonds de moi-même se dit, je peux pas m'arrêter là. Je peux pas avoir écrit 2 pièces de théâtre et m'arrêter là. Mais aujourd'hui, je serais incapable de savoir, déjà si je vais réussir à en écrire une 3e et quel en sera le sujet. Est-ce que tu as utilisé l'IA pour écrire ta pièce de théâtre? Alors pour tout ce qui est le pitch, le scénario, non. Pour ce qui est des dialogues intrinsèquement,
Non. En revanche, je mentirais si je disais que je m'en suis pas du tout servi. Je m'en suis servi en fait pour, je n'aime pas le mot, mais bon, si on va dire en français, parce que c'était un mot en anglais qui me venait, vérifier. Pour vérifier si ce que répondait le robot était plausible. Est-ce qu'un robot répondrait vraiment ? Ah oui. Oui. C'est-à-dire que je demandais à ChatGPT, en fait, je faisais répondre mon Orna et si c'était plausible. D'accord. Voilà. Donc j'ai cross-checké, c'était ça le D'accord. mot qui me venait. Les réponses de mon robot, parce que quand on travaille avec ChatGPT, les réponses justement sont assez stéréotypées. Oui. Et donc moi j'ai vraiment essayé de stéréotyper les réponses d'Orna, par exemple. Là pour le coup c'est moi qui ai copié sur ChatGPT. C'est-à-dire que quand on demande quelque chose à ChatGPT ou quand on lui balance quelque chose, il a tendance à répondre « Merci de partager cette information avec moi ». Oui. Et donc, c'est quelque chose que j'ai remis dans la bouche d'Orna. Merci, monsieur, de partager cette information avec moi. Ce genre de choses. Voilà. Ce qui est d'ailleurs un bon réflexe, hein, c'est la base de la communication non violente. Tout à fait. On commence d'abord par Oui. parler des faits. Oui. Et aussi et avoir un peu de gratitude pour ce qui est. Mhm. Et on part de ce qui est pour exprimer nos besoins C'est ça. et faire des demandes concrètes avec la possibilité qu'elles soient refusées. Voilà. Mais Mais, c'est ça, elle est complètement dans la communication non violente avec tout ce que ça a de merveilleux et tout ce que ça a parfois d'un petit peu stéréotypé, voire Oui. décalé. Parce qu'elle est complètement décalée à certains moments. Elle est toujours extrêmement bienveillante, souriante, dispose, mais parfois tellement décalée. Oui. Parce que ne s'entend pas, parce que prenant les choses au premier degré, et même si elle a des capteurs et que quand on est comme ça, elle se dit plus que c'est de la tristesse, mais parfois elle interprète mal, et elle interprète les choses. Quand il lui dit par exemple, pour parler de sa femme, qu'il appelle son soleil, il lui dit « Mon soleil s'est éteint un soir de lune », et elle lui dit « Ce phénomène est appelé éclipse, monsieur ». ouais. Bon. C'est un petit peu un cliché, mais qui illustre quand même la manière dont une IA peut répondre à un humain décontextualisé de ses expressions, de l'humeur et de la tonalité de la voix. Elles sont capables d'interpréter des tonalités. Elles sont aujourd'hui capables, avec des capteurs, de voir une larme, mais voilà. C'est le sens avant tout. Oui. Et en fait, c'est intéressant cette phrase d'ailleurs, parce que c'est génial. Ce phénomène est appelé éclipse. Et en fait, elle s'est peut-être éclipsée. Oui, oui, c'est ça. Donc c'est... D'ailleurs, elle lui dit après, je comprends que votre éclipse personnelle soit douloureuse. Oui. Elle arrive à formuler la déduction, etc. Mais donc, ce qui est l'image poétique, voilà. Comme en fait, c'est de la transmission d'informations systématiques avec la volonté de transmettre une information systématique. Et parfois, et je pense que justement l'acteur aussi, il a cette maîtrise de savoir transpirer l'information et que le spectateur vienne la chercher et qu'on ne soit pas dans la démonstration. Pour être un bon acteur, je crois, il faut être, et il ne faut pas être celui qui veut montrer qui sait qu'il est en train d'être. Exactement. Donc, pour l'instant, c'est un peu des mauvais acteurs. Complètement. les IA, en fait. Complètement. C'est-à-dire qu'ils disent la vérité, mais mal. Oui. Il y avait, je crois que c'est, je sais plus qui disait ça, je crois que c'est Depardieu ou je sais plus, qui disait, ils avaient demandé à un mec qui faisait le ménage dans l'endroit où il tournait un film, de faire, d'être bien payé et de le faire à la caméra. Il était incapable de le faire. Et quand ils demandaient à un acteur qui avait pas forcément un grand passeur de ménage, un grand technicien de surface, il l'a fait parce qu'il a pris des trucs, il a fabriqué quelque chose à partir de rien. C'est ça. C'est intéressant, c'est amusant comme exemple. Ouais, il y a une analogie, je pense aussi avec les comédiens. Tout à fait. Et il n'y a rien de plus difficile pour un comédien que de jouer sur scène ce qu'il est dans la vie. Oui. C'est presque plus simple de composer que de jouer son propre personnage ou quelqu'un qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau. Oui, très intéressant. Eh ben, en tout cas, tout ça est passionnant. Il faut absolument venir voir ce spectacle. Moi, je l'ai vu. C'est vraiment. Je pense que c'est à voir parce que ça pose vraiment plein de questions en même temps et ça relie plein de choses qui ne sont a priori pas reliées. Et je pense que ça parle beaucoup de la vie, en fait, et de la question de la vie. Donc pour ça, je ne sais pas, peut-être que c'est une erreur, l'IA, que c'est une erreur qui est persistante comme Einstein avec ses mathématiques pas au point, mais que cette erreur nous fait prendre conscience aussi de qu'est-ce que c'est que la vie et qu'est-ce que c'est que la création
incroyable que de tout ça, en fait. Il y a un côté très, évidemment, spirituel et même, oui, de la croyance, la foi. Toutes ces choses-là, elles sont connectées, je trouve, à cette réalité incroyable de l'intelligence artificielle. Donc, pour ça, je pense que c'est de toute façon positif. C'est juste, il ne faut pas qu'on s'engueule avec Terminator, quoi. En gros. Mais écoute, j'ai envie de te laisser le mot de la fin sur peut-être un conseil ou une dernière chose que tu as envie de dire, Anne. Soit, quand je fais les sorties de scène, je dis quel est votre conseil à la jeune génération ou à la prochaine génération, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Ça peut être ça ou autre chose. Ou toi, qu'est-ce que tu te dirais à toi il y a 20 ans? Voilà. Ouh là là, c'est compliqué. Si je devais rebondir sur l'IA et terminer sur l'IA, je reprendrais cette analogie du marteau, en fait, en disant qu'il ne faut pas avoir peur de l'outil et que la meilleure manière d'appréhender l'outil, c'est ton analogie avec l'arc, en fait, c'est d'apprendre à s'en servir. Parce que ça peut être merveilleux, et si on s'en sert mal, ça peut véritablement être une catastrophe. Donc, je dirais, il y a urgence à légiférer. D'accord, très bien. Merci, et à bientôt à Avignon, à la Luna, salle 1. Salle 3. Salle 3 à 13h05 à la Luna. Pendant tout le festival du 5 au 26, avec relâche les mercredis. Merci beaucoup.